Je vous propose maintenant de voir ensemble dans ce nouvel épisode, dans cet épisode numéro 4 de cette série gratuite sur YouTube, comment devenir développeur web. On va créer ensemble notre site internet. C'est un petit début, un petit avant-goût, une petite bouchée avant d'attaquer le programme Rocket qui, en tout cas à l'heure où je tourne cette série, ouvre bientôt à la rentrée en septembre et dont vous pouvez vous inscrire en ce moment sur programmerocket.com. Mais attention, ça dépend bien sûr de quand est-ce que vous verrez cette vidéo, car le programme Rocket n'est ouvert qu'une seule fois par an. C'est un programme qui dure 10 mois et qui vous apprend à devenir développeur web et aussi à en vivre en trouvant un emploi ou alors en créant votre propre emploi à travers le métier de freelance ou à travers une entreprise, une startup que vous pourriez monter, notamment si vous avez des projets et des idées un petit peu partout en tête. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est notamment Flexbox et les grilles CSS. Nous allons également voir le responsive design qui va nous permettre de faire en sorte que nos sites internet soient adaptés sur les iPads, les tablettes numériques donc, mais aussi les smartphones, les télévisions et toutes ces choses-là. On va commencer avec cet exemple que nous avons là. Ici, nous avions comme problème le fait que, pour caler l'image à côté de notre paragraphe, c'était quand même un petit peu compliqué. On avait eu un petit peu de mal parce qu'il a fallu utiliser des éléments en inline block et en plus, on s'est rendu compte qu'on était assez limité car finalement, si on veut centrer le paragraphe au milieu de l'image, donc juste ici, eh bien, ça pose problème car on ne peut pas vraiment le faire facilement en tant que tel. Bref, c'est plus simple avec Flexbox. Et ça tombe bien puisque c'est ce que nous allons voir immédiatement. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser Flexbox ? Eh bien, pour commencer, il faut comprendre que Flexbox fonctionne dans ce qu'on appelle un container. Il y aura à chaque fois un container et des éléments. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? C'est ce que nous faisions notamment avec notre classe container. Lorsqu'on utilise la classe container, c'est pour contenir des éléments. Ici, c'est notre image ainsi que notre main. Donc, on voulait contenir tout ça ici pour pouvoir le centrer sur le site internet. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire avec Flexbox. Nous allons pouvoir dire qu'ici, à la place, enfin pas à la place, mais avec container, donc on va pouvoir ajouter une nouvelle classe, et donc ça va me permettre de vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter une nouvelle classe. On va l'appeler, alors soit on peut ajouter un identifiant puisque ce sera notre seule partie qui va utiliser Flexbox pour le moment sur notre site, et que c'est bien spécifique à cette partie-là, donc on pourrait l'appeler par exemple l'ID. Alors l'ID accueil, c'est pour notre image, donc là ce serait par exemple zone, voilà, la zone par exemple de l'accueil, pourquoi pas. À savoir qu'ici d'ailleurs, surligné présentation, container, on aurait peut-être dû mettre container de cette manière-là, puisque on écrit tout notre code en français, donc même nos classes, on va les mettre en français ici, et pareil dans horaire, on rajoute un U à container. Ok, donc là on est bon, et ici sous-titre, eh bien ce sera sous-titre. On va tout traduire parce que c'est vrai que là on était en train de faire du franglais, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc là pareil, on va faire sous-titre. Super. Donc maintenant que nous avons tout ça, on peut supprimer ici le commentaire sur les couleurs. Et on est parti. Donc là, on a un ID zone qu'on peut utiliser, donc, mais ce que l'on peut faire, c'est aussi préciser d'autres classes, d'autres identifiants. Là, par exemple, si c'était une classe, j'aurais pu mettre la classe zone. Ainsi, là, cet élément-là aurait eu la classe container et la classe zone. D'une autre manière, on peut donner aussi l'ID, par exemple, container ici. Ainsi, on aurait appelé l'ID container et l'ID zone. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous ici, on a un ID zone, on va donc se mettre ici. Pour pouvoir utiliser Flexbox, nous devons commencer par l'initialiser. On va donc faire un display de .flex. De la même manière, ce que nous allons faire, c'est que dans accueil, on va supprimer le inline block. Le width, on peut le laisser tel quel. Et dans main, on va supprimer également le inline block. Le width, on peut le supprimer. En fait, on va supprimer tout le sélecteur main. On sauvegarde tout ça. Maintenant, si on va sur notre site, on voit que notre image et notre paragraphe sont bien tous les deux côte à côte. Ils sont parfaitement alignés côte à côte. Et pourtant, on n'a rien fait de spécial. Il n'y a pas de display inline block et il n'y a même pas de width d'ailleurs sur la balise main qui contient tout ceci ici. Tout ce que nous avons fait,
C'est dire que dans l'élément parent, on appelle ça donc le container, nous avons initialisé la propriété display à flex, non pas à inline, non pas à bloc, mais à flex. En faisant ça, ce que va faire notre navigateur, c'est qu'il va prendre chacun des éléments à l'intérieur, à savoir notre image et notre balise main, et il va les mettre par défaut côte à côte. Alors maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais Louis-Nicolas, c'est bien, mais bon, nous, on veut un petit espace entre les deux. D'accord, pas de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser gap. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, 10 pixels. On sauvegarde tout ça, et maintenant, vous avez 10 pixels d'espacement entre les deux éléments que vous utilisez avec Flexbox. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple qu'utiliser Flexbox. Maintenant, ce que l'on peut vouloir, c'est non pas mettre les éléments côte à côte, mais mettre les éléments de haut en bas. Ça peut arriver pour certains cas très spécifiques. Comment est-ce que l'on peut faire ça? Eh bien, on peut utiliser la propriété flex, puisque nous utilisons Flexbox, et vous allez voir que la plupart des propriétés Flexbox commencent par flex. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est bien souvent comme ça. Et ce sera flex direction. 2 points. Par défaut, ça vaut row, c'est-à-dire que si je sauvegarde ce code, vous voyez qu'effectivement, row qui veut dire ligne, eh bien la direction de nos éléments, c'est effectivement de gauche à droite, donc sous forme de ligne. Si je mets column, qui veut dire colonne en anglais, alors là c'est assez différent. Cette fois-ci, notre image est sur le haut et le texte est sur le bas. Pourquoi? Parce qu'une colonne, ça commence de haut en bas. Donc nous, ce que l'on veut, c'est pas vraiment column, c'est row, mais ce que l'on peut voir également, c'est column-reverse, ce qui veut dire renverser. On sauvegarde tout ça et maintenant c'est le paragraphe qui passe avant l'image. De la même manière, si j'utilise non pas column reverse, mais row reverse, alors dans ce cas, j'ai le paragraphe qui est inversé et donc qui passe en premier par rapport à notre image. Et ça peut être très intéressant si vous voulez faire de la mise en page en cliquant sur des boutons avec JavaScript, ce qu'on verra dans le programme Rocket sur programmerocket.com, pas dans cette formation YouTube pour le moment. Mais donc, ça peut être très intéressant lorsqu'on clique sur un bouton de changer complètement la disposition de nos éléments. Pourquoi pas? C'est grâce notamment à Flex Direction Row Reverse qu'on peut le faire. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous pouvons avoir l'envie d'aligner nos éléments sur le centre. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir envie que notre paragraphe soit centré par rapport à notre image. On peut le faire très facilement. Il suffit d'utiliser une propriété qui s'appelle Align Items, 2 points, et là on peut mettre par exemple Center. En faisant ça, on voit que maintenant notre paragraphe est bien au centre par rapport à l'image de droite. Align Items va nous permettre de définir où est-ce que l'on souhaite que nos éléments soient centrés par rapport à Flexbox. Vous allez vite comprendre. Si par exemple ici je fais un background color, qu'on peut d'ailleurs raccourcir à background, ici dans background on peut mettre des couleurs, on peut mettre plusieurs backgrounds et on peut aussi condenser tout ce qui est background image, background size, background repeat, etc. Je vous laisserai aller voir tout ça, on en a parlé très brièvement dans l'épisode précédent. Je ne vous ai pas présenté cette propriété raccourcie car ça je le réserve au programme Rocket. Il y a vraiment beaucoup trop de choses à montrer. On prendrait beaucoup trop de temps. Mais donc là on peut faire un petit background de points, on va dire blue par exemple, et vous voyez tout le bleu, c'est Flexbox. Donc nous ici par exemple, si on va dans présentation, qu'on fait background white, en blanc c'est notre élément. Si on fait center, alors notre élément est centré de haut en bas. Si maintenant on va dans Align Items juste ici et que l'on fait un Flex Start, alors dans ce cas il commencera tout en haut. Si on fait un Flex End, alors il sera tout en bas. Voici l'intérêt d'utiliser Flexbox, c'est aussi de pouvoir espacer nos éléments très facilement. Alors bien sûr, on peut trouver ça un petit peu étrange, on peut se dire oui, mais quand même, c'est vrai que c'est facile, mais bon, il y a beaucoup de nouvelles propriétés, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on doit connaître, c'est vrai, mais c'est pour ça aussi que je vous recommande de prendre votre petit cahier et de tout noter. C'est vraiment très important. Donc nous, ce que l'on peut faire éventuellement ici, c'est faire un Align Items Center. Et donc, maintenant que nous avons vu ça, on peut se dire, bah oui, mais comment est-ce qu'on ferait si on voudrait centrer notre élément avec Flexbox? Eh bien, par exemple, imaginons que nous n'avons pas d'image.
deux possibilités. Soit on supprime directement notre image et donc là on a seulement notre paragraphe, ou soit d'ailleurs on peut supprimer main plutôt, puisque notre image fera tout le temps 59%. Donc là on voit que notre image est à droite, on va vouloir le centrer, enfin la centrer au milieu. Donc soit on supprime main, soit on commente main, soit ce que je vous recommande plutôt de faire ici, ce sera quand même plus simple, c'est de prendre le sélecteur main et de faire un display de point known, donc pour ne pas afficher main. Et donc là vous voyez qu'effectivement ça ne s'affiche pas sur notre site. Alors comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour centrer cette image? Eh bien c'est très simple, en fait on va pouvoir utiliser un justify content sur le parent, donc sur la balise qui utilise Flexbox avec display flex, et là pareil on peut utiliser center pour centrer notre image au milieu. Si vous avez un jour cherché, ou si un jour vous chercherez en tant que jeune développeur un moyen de centrer quelque chose au milieu de l'écran, à la fois horizontalement mais aussi verticalement, la meilleure réponse, c'est d'utiliser Flexbox. Vous faites Display Flex, Justify Content Center et Align Items Center et vous aurez votre élément qui sera centré au milieu de votre écran. Alors bien sûr, ce sera centré au milieu de votre écran si votre parent fait 100% de la hauteur de votre navigateur. Pour ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, mais si vous voulez, vous pouvez faire un 8 sans VH pour prendre 100% de la hauteur de votre écran. Et donc là, vous voyez qu'effectivement, ça prend 100% de la hauteur de mon écran. Bon, je vous avais dit que je n'entrerai pas non plus trop dans les détails, tout ça je le réserve encore une fois aux étudiants du programme Rocket, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup trop de matière à voir. Donc maintenant que nous avons vu tout ça, qu'on a vu comment centrer avec Flexbox, donc on va pouvoir retirer le background white ici, le display none on peut le supprimer, le justify content on peut le supprimer, parfait, et le background blue on peut le supprimer également. Superbe. Donc là maintenant, on a vu comment est-ce qu'on peut faire pour mettre nos éléments côte à côte, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le paragraphe soit au centre par rapport à l'image, mais ce qui peut être un peu bloquant si on regarde un petit peu. Si par exemple je prends mon paragraphe, je vois que plus je réduis la page, plus bon. Là encore ça va, ça fonctionne encore, c'est pas trop mauvais, en plus avec ce qu'on va voir juste après sur le responsive design, c'est pas trop problématique d'avoir un texte tout petit et une image toute petite puisqu'on pourra le modifier après. Mais par exemple, parfois vous allez avoir envie de modifier l'ordre de vos éléments. Ça peut être le cas par exemple ici, on peut vouloir que l'image soit en position numéro 1 et le paragraphe en position numéro 2. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est très simple, on n'a qu'à utiliser row ou row reverse, ou column, column reverse. C'est vrai, mais ça ne peut pas toujours être le cas. Parfois, vous avez envie d'avoir 3 éléments, par exemple, je vais vous le montrer très brièvement pour votre future carrière de développeur, ça peut grandement vous aider. Si vous avez ici, et je vais le faire directement en style, donc display flex, ok. Donc on a display flex. Et puis, ce que l'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir, donc pour ça, je vais mettre 3 éléments. Alors, 3 éléments, voilà, vous pouvez le faire avec la touche Option sur Mac et sur Windows, il me semble que c'est la touche Alt. Donc, ce que l'on peut faire ici, c'est créer 3 éléments, div style. On va faire une largeur de 100 pixels, une hauteur de 50 pixels et un background yellow ou red, par exemple. Ouais, red ce sera quand même plus sympa. Ok, très bien. Et maintenant on va faire red, blue et ici ce sera dark. D'ailleurs ici je préfère que ce soit plutôt pink. Ce sera mieux. Une question de goût. Bien, donc maintenant si on exécute ce code, voici ce que l'on a. Alors, il nous manque... C'est pas dark, c'est black. Il nous manque un élément, donc voilà. Donc là on a nos 3 éléments. Parfois vous allez avoir envie d'avoir votre 3e élément, donc le noir qui passe en premier, le rouge qui passe en 2e et le rose qui passe en 3e. Si vous utilisez row reverse, le rose au milieu sera toujours 2e. Vous êtes d'accord avec moi si on inverse l'ordre, dans ce cas le noir passe premier, le rose est toujours 2e et le rouge passe 3e. Donc comment on peut faire pour avoir noir, rouge, rose ? Et bien pour ça, on peut utiliser, lorsqu'on utilise Flexbox sur le parent, on peut utiliser une propriété sur chacun de nos éléments qui va s'appeler order. Et ici, on peut par exemple dire, lui, il sera en numéro 2, lui, il sera en numéro 3, et lui, il sera en numéro 1. On exécute ce code et maintenant on a bien le noir, le rouge et le rose. C'est aussi simple que ça.
Vous voyez, c'est pas compliqué Flexbox. Ce qu'il faut, c'est vraiment noter, noter, noter dans vos carnets. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Notez dans vos carnets. Prenez votre petit carnet, notez, notez, notez. Je vous prends la tête avec tout ça, mais c'est très important que vous le faites, que vous le fassiez. Si vous ne le faites pas, vous allez oublier comment utiliser Flexbox. Alors bien sûr, dans le programme Enquête, on s'entraîne sur plein de projets différents, on se voit, on échange ensemble pour essayer de trouver des solutions aux projets qu'on réalise, mais vous, c'est un petit peu compliqué sur YouTube parce que je ne peux pas vraiment être derrière vous, je ne peux pas vraiment vous accompagner. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant. Donc, notez dans votre carnet, essayez de coder en même temps que moi et ce sera selon moi la meilleure manière de faire pour retenir comment utiliser Flexbox. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai envie de vous montrer quand même une dernière chose qui peut être plutôt intéressant avec Flexbox. Alors je vous le dis tout de suite, on ne verra pas absolument tout avec Flexbox parce que c'est un peu compliqué, on ne peut pas tout voir ensemble dans une petite vidéo comme ça sur YouTube. Mais donc parfois vous allez avoir par exemple des largeurs beaucoup plus grandes, on va dire que ce sera 500 pixels. Donc là ici on est sur du 500 pixels, 500 pixels, 500 pixels, et encore que, et encore que. Ouais, bon. Je vais même réduire encore. On va faire 300, 300, 300. Ok, donc là on a nos éléments qui font 300, 300, 300. Regardez le problème de Flexbox. Si je réduis mon écran, mes éléments sont écrasés. Et à la fin, ils ressemblent d'ailleurs plus à rien. Donc comment je peux faire pour garder une proportion sur mes éléments? Eh bien c'est très simple. Pour ça, on peut utiliser Flex Wrap, qu'on peut passer à Wrap. De base, c'est No Wrap, ce qui veut dire que nos éléments n'ont pas de retour à la ligne une fois que leur largeur est dépassée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en dessous de 300 pixels par élément, Flexbox va écraser la largeur de nos éléments. Nous, si on n'a pas envie de ça, on peut mettre Flex Wrap Wrap. Et en faisant ça, vous voyez que là, par exemple, dès que je réduis ma taille d'écran, là, ça va être trop petit, boum, ça passe en dessous. Ce que l'on peut également faire, qui est un comportement un petit peu bizarre, je vous le dis tout de suite, mais ça peut vous intéresser, de faire un wrap reverse. En faisant ça, eh bien cette fois-ci, c'est le dernier élément que vous voyez là qui va passer non pas en dessous, mais au-dessus. Donc là, si on fait ça, vous voyez qu'effectivement, il passe au-dessus. Donc c'est un petit peu bizarre, je vous l'accorde, la première fois qu'on découvre ça, on se dit tiens, bon, d'accord, bon, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Et effectivement, moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer. On ne peut pas parler de Flexbox sans vous présenter FlexWrap. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à Flexbox. Et puis aussi, allez, une petite dernière pour la route, quelque chose que j'aimerais vous montrer. Parfois, on a 3 éléments. On n'a pas forcément envie de donner une largeur fixe à nos éléments plutôt, mais on a envie que tous nos éléments aient la même proportion. Dans ce cas, ce que l'on peut faire, c'est directement utiliser Flex 1. D'ailleurs, on peut même ne pas mettre Flex du tout. Si par exemple, je fais tout ceci, d'accord, on supprime tous les 8. On va déjà voir ce que l'on a. On sauvegarde, ici on n'a plus rien. Par contre, si on fait Flex 1, qu'ici je veux que ça soit Flex 2, et ici je vais faire Flex, non pas 3, mais Flex 1 également. Ou alors vous savez quoi, on va faire 3. Allez, je vais vous montrer. Quand on regarde tout ça, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même très étrange. On va supprimer les orders pour que vous compreniez mieux ce qu'il se passe. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Donc là maintenant, quand je regarde tout ça, regardez un petit peu le résultat. Nous avons mis un Flex 1 sur l'élément rouge, Flex 2 sur l'élément rose et Flex 3 sur le noir. Quand on réduit l'écran, on voit qu'on conserve toujours les mêmes proportions. Qu'est-ce que je veux dire par toujours les mêmes proportions? Eh bien c'est très simple. En fait, l'élément noir représente 3 fois la taille de l'élément rouge. L'élément rose reprend 2 fois la taille de l'élément rouge. Et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez qu'un élément soit proportionnel à tous les autres, vous pouvez mettre Flex 2.1 et là tous vos éléments sont pareils. Mais si vous voulez qu'un élément soit 2 fois plus grand que vos autres éléments, dans ce cas vous pouvez mettre un Flex 2. Et dans ce cas, ici on a bien l'élément rouge ainsi que le rose qui font la même taille tous les deux, associés à l'élément noir. Donc le noir c'est l'élément rouge plus l'élément rose.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant également lorsqu'on voit Flexbox, c'est de se dire, ok, si j'utilise Flex, je peux effectivement faire en sorte que mon élément soit proportionnel par rapport aux autres d'une certaine manière. Donc là, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à Flexbox. En tout cas, vous voyez que finalement, pour centrer notre image, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre un display Flex suivi d'un Align Items Center parce qu'on a envie de centrer le contenu à gauche avec l'image à droite. Mais ce n'est pas plus dur que ça. Maintenant que nous avons vu ça, il est donc temps de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les grilles CSS. Là, jusque maintenant, on a utilisé Flexbox pour faire notre petit projet. Ce n'est pas compliqué et je trouve que c'est très bien comme ça. Mais vous pouvez reproduire exactement le même résultat, ou en tout cas à peu près, avec les grilles CSS. En fait, le système de grille avec CSS va nous permettre de créer ce qu'on appelle un faux tableau. C'est une sorte de grille dans laquelle on va avoir des cases. On va avoir la case 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va pouvoir dire, X élément va dans la case 4, l'autre va dans 5, etc., etc., etc. Vous allez voir, c'est très facile. Alors pour faire ça, je vais commenter display flex, gap, flex direction, align items, center. On fait ça, et là on retrouve exactement le même code que ce que nous avions lorsque nous n'avions pas encore fait display inline block. Donc vous voyez, il suffit d'utiliser ces 4 propriétés pour avoir quelque chose de très sympa. Alors comment on fait pour faire une grille? Eh bien déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grilles, ça fonctionne de la même manière que Flexbox. Nous avons un container et nous avons des éléments. Ça tombe bien, on a déjà l'ID zone pour définir notre container. Et donc, on a également nos éléments qui sont juste là. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser non pas display flex, mais nous allons utiliser display grid, qui veut dire gris en anglais. On peut sauvegarder tout ça, et là, on voit qu'il n'y a pas vraiment eu de différence. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore défini le nombre de colonnes que nous allons avoir sur notre grille. Nous, ce que nous voulons, c'est 2 colonnes. On va vouloir avoir read template columns qui sera égal à 1fr, 1fr, afin d'avoir des colonnes qui soient proportionnelles. C'est un petit peu comme si on faisait flex 1, d'accord? On peut également donner 50 pixels, suivi de 10 pixels, et là on aura une colonne de 50 pixels, puis une colonne de 10 pixels, mais nous on veut vraiment 2 colonnes proportionnées. Donc on va faire 1fr, 1fr. On peut sauvegarder ça, et là on voit qu'on a effectivement 2 colonnes proportionnées. Alors on voit notre image un petit peu plus petite, et ça c'est tout à fait normal. Notre image représente 50% de sa largeur. Et donc là, effectivement, comme on a englobé notre image dans une pièce de notre grille, eh bien le problème c'est que du coup notre image fait 50% de la zone dans laquelle elle est. Donc dans notre feuille de style, on va pouvoir supprimer accueil. Donc là, très bien. Ok, on est content. Le seul souci, c'est que l'image est un peu trop grande. Donc on va garder accueil, mais on va faire un width 100%. Ce qui veut dire que l'image fera tout le temps la taille de sa zone. Et en faisant ça, maintenant, on n'a plus de problème de débordement d'image. Alors on va faire un gap 10 pixels pour avoir encore une fois un espacement entre notre image et notre texte. Et là, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne très bien. On a maintenant notre grille CSS qui a été initialisée. En tout cas, nous avons pour commencer les colonnes. Si maintenant on va dans index.html, qu'on prend notre photo du Japon et on dit qu'on a 3 images. Voici ce que nous avons. On a donc une première piste, donc une première zone, une seconde zone, une troisième zone et une quatrième zone. Mais ce que l'on peut faire et qui est très 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 sympa, c'est dire que par exemple, cette image-là, elle va prendre 2 zones. Pourquoi pas? Et donc dans ce cas, on va aller directement sur l'élément, on va faire style. Alors attention, ici c'est un petit exemple que je vous montre. Nous, on ne doit surtout jamais utiliser plus d'une fois le même ID sur une page, d'accord? Et donc là, on va pouvoir dire grid-column, et on va pouvoir dire que cet élément va occuper la première zone, donc la première case de notre colonne, donc la première colonne, slash, jusqu'à la troisième. Mais attention, la troisième colonne ne veut pas dire que nous allons occuper 3 colonnes. Si on fait 1 divisé par 3, ceci veut dire que nous allons occuper 2 colonnes. Pas les 3, on n'en a que 2 des colonnes, mais on est obligé de faire ceci si on souhaite utiliser 2 espaces.
Donc maintenant qu'on fait ça, on peut sauvegarder, et là on voit qu'effectivement notre première image prend nos 2 colonnes, puis on en a une autre, puis on en a une autre. Donc voici comment est-ce qu'on peut utiliser les grilles CSS, et là vous voyez que très facilement on arrive à reproduire plus ou moins le résultat qu'on peut avoir sur Google Images. Donc là par exemple si je vais sur Images, Google, vous voyez qu'on a une grille CSS, une sorte de grille CSS avec plein d'images différentes qui sont un peu encadrées. Et bien là c'est à peu près pareil, on peut faire très facilement des albums photos par exemple sur le Japon. Et de cette manière on a quelque chose de magnifique. Alors moi je trouve que ça c'est plutôt sympa. Maintenant, ce qui peut être sympa, c'est de dire que, bah tiens, j'ai envie d'avoir cette image-là qui prend deux lignes, par exemple. Je veux que ce soit sur 2 lignes et qu'on ait notre texte tout à la fin, ici, en bas, à droite. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est très simple, on va donc sur notre seconde image, puisque c'est cette image-là qu'on veut faire prendre 2 lignes. On va aller dans Style, et cette fois-ci, ce ne sera pas donc Grid Column, mais Grid Row. On veut que ça commence à la ligne numéro 2. Ici, on est bien sur la 2e ligne. Là, c'est la première ligne. Là, c'est la 2e. Et là, c'est la 3e. Et on veut que ça se termine sur la 4e pour qu'on puisse aller jusqu'à la 3e. Donc, on fait ça. Et maintenant, ce que l'on peut faire, c'est dire que cette image-là doit prendre 100% de la hauteur. Car pour le moment, l'image que l'on a ici prend 100% de la largeur. On est effectivement dans l'ID accueil width qui vaut 100%, mais on veut que cette image-là spécifiquement prenne aussi 100% de la hauteur. Donc on va dire 8, 100% également. Lorsqu'on fait ça, maintenant, on a effectivement notre image qui prend 100% de la hauteur. Et quand on regarde, eh bien on a un magnifique album qu'on commence déjà à créer. Là, l'image prend 2 colonnes. Ici, elle prend une colonne, mais elle prend 2 lignes. Et là, on a bien notre texte qui s'affiche. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les grilles CSS. Donc vous voyez, Flexbox, c'est très intéressant quand on veut aligner des éléments côte à côte, quand on veut mettre certains éléments en bas, à gauche, à droite, au centre. Tandis que les grilles sont très très utiles pour avoir un positionnement plus souple. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les grilles avec Flexbox. On peut tout à fait ici dans notre paragraphe ajouter Flexbox. Par exemple, si on avait envie de mettre une image à l'intérieur ou de mettre 2 paragraphes dans cet élément-là, on aurait très bien pu faire appel à Flexbox. Si je mets 2 paragraphes ici par exemple, on a bien 2 paragraphes. Si on a envie qu'ils soient côte à côte, dans ce cas, on peut aller très vite fait dans la balise main, on fait display flex, on fait ça, rien qu'en faisant ça, nos paragraphes sont côte à côte, et maintenant, il suffit de faire un gap 10 pixels par exemple, ou 15 pixels, ou peu importe, pour qu'on ait nos 2 paragraphes qui soient côte à côte à l'intérieur d'une grille. Donc vous voyez, on peut effectivement agencer Flexbox et les grilles en même temps. Ce n'est pas un problème, au contraire, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et lorsque vous maîtrisez Flexbox, lorsque vous maîtrisez les grilles CSS, eh bien généralement c'est très facile de faire les sites que vous voulez, puisque vous pouvez agencer très facilement ce que vous avez envie de réaliser. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons parler du responsive design. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que notre site internet, lorsqu'on le réduise, soit bien affiché sur un écran. Car là, vous êtes d'accord avec moi, sur un appareil mobile, c'est compliqué. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va pour ça devoir utiliser le responsive design. Alors on appelle ça comme ceci. On appelle ça le responsive design. Donc, comme ça. Le responsive design va donc nous permettre d'adapter nos éléments selon la largeur de l'écran. Pour connaître la largeur d'un écran, une chose qui est très important de faire, c'est d'aller dans toutes vos pages et d'ajouter une balise méta. Les balises méta, ce sont des balises qui permettent de donner des informations sur la page en cours. Ici, on va avoir un attribut name et non pas rel qui va donner une relation, mais name qui va donner un nom. On va l'appeler viewport et on va dire que le contenu de viewport, ce sera égal à width qui sera égal à device width, donc device-width. Et on va donner l'échelle initiale, initial scale, à 1. Ceci va nous permettre de faire en sorte que lorsqu'on sera sur un appareil mobile, eh bien qu'il ne simule surtout pas la largeur d'un ordinateur. Car c'est ce que peuvent faire les appareils mobiles lorsqu'ils vont sur un site internet qui ne contient pas cette balise méta.
Ils vont agrandir la largeur de votre téléphone de telle sorte que les éléments puissent s'afficher d'une seule vue, sans que vous ayez besoin de scroller à l'infini vers la droite. Le problème, c'est que quand on a un site responsive, eh bien après, on ne donne pas vraiment les éléments adaptés aux mobiles, mais adaptés aux ordinateurs. Car le téléphone simule une largeur bien plus grande que la réalité. Bref, je vous laisse tester ça avec et sans. Vous verrez qu'à la fin de cet épisode, lorsque vous retirez la balise méta, on le fera ensemble éventuellement, eh bien on n'aura pas du tout le même résultat que lorsqu'on l'ajoute, puisque notre téléphone va justement se comporter comme s'il était sur un ordinateur. Alors, maintenant qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir placer des propriétés? Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ce fameux responsive design? Et bien déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le responsive design, ça veut dire que nous allons pouvoir avoir un design qui s'adapte. On va pouvoir modifier à la volée nos éléments selon la largeur de l'écran. Pour ce faire, on peut utiliser tout à la fin, et c'est vraiment quelque chose que je vous demande de faire, ne le faites jamais ailleurs qu'à la fin de votre fichier. On va pouvoir aller à la fin de notre fichier et on va pouvoir utiliser une fonction de CSS. Ici, on a utilisé import, là ce sera media. Nous, on va utiliser media all, mais si on regarde bien, on peut avoir screen, on peut avoir télévision, on peut avoir projector, il me semble, ou projection. Pour les projecteurs, on peut avoir vraiment énormément de choses. Mais lorsque vous faites all, vous êtes sûr et certain de prévoir tous les appareils. Donc c'est très simple, hein. Par exemple, lorsque vous êtes sur print, ça veut dire que vous essayez de faire par exemple un contrôle P ou une commande P sur Mac, et donc que vous essayez d'imprimer votre site internet. Eh bien, selon que vous utilisiez Media All ou Media Print, vous pourrez faire en sorte que quand on imprime une page de notre site internet, dans ce cas on cache le logo de notre site, ou alors on cache les images, ou alors on affiche un copyright monsite.fr, etc. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc nous on va déjà faire ça sur tous les médias. Pour cette formation gratuite sur YouTube, ce sera largement suffisant. Bien sûr, dans le programme enquête, on va aller beaucoup plus loin. Donc là, on va dire que dans tous les médias, on va devoir donner une condition. Ici, dans la condition, on va devoir utiliser des parenthèses et dire par exemple qu'on veut une largeur minimale ou alors une largeur maximale. Ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr d'utiliser max width. Pourquoi ? Parce que nous, comme on a commencé notre site comme étant une version d'ordinateur, une version PC, il est beaucoup plus simple d'ensuite modifier nos propriétés selon la largeur maximale de l'écran. Puisqu'ensuite on dira, bon bah, si la largeur maximale de l'écran c'est par exemple, je ne sais pas moi, 800 pixels, alors dans ce cas, on va ouvrir les accolades, on va vouloir cacher des éléments, réduire la taille de certains éléments. Tandis que nous, comme on a déjà la version PC de notre ordinateur, si on utilise min width, ça veut dire qu'ici, par défaut, toutes nos tailles correspondent déjà aux tailles des mobiles. Et donc, ça voudrait dire que bon, bah, si la taille minimale elle est de 800 pixels, alors on va vouloir au contraire agrandir les éléments et afficher plus de choses. Ce n'est pas vraiment ce que nous on veut puisque la version PC, on l'a déjà. C'est pour ça qu'ici, je vous recommande d'utiliser max width. On appelle d'ailleurs, lorsqu'on utilise un min width, l'approche mobile first. Je vais vous le noter ici, on appelle ça mobile first. Ça veut dire qu'on crée un site en premier, dès le début, avec une fenêtre réduite. Donc soit en redimensionnant la fenêtre sur la droite, ou vers la gauche, peu importe, soit en faisant inspecter et en cliquant sur la petite icône de téléphone juste là, et en prenant par exemple un iPhone 12 Pro. Et là, au moins, on travaille dessus, donc comme si on était sur un iPhone 12 Pro. Donc c'est très bien, ok, pourquoi pas, mais ici, nous, on a fait l'approche computer first. Donc l'approche ordinateur d'abord. C'est pour ça qu'ici, on ne va pas utiliser min width, mais max width. Donc pour étayer un petit peu mon propos, ce que l'on peut faire, c'est dire que par exemple, dans body, selon la taille de l'écran, on va changer la couleur. Si je fais body et que je fais un background color blue, dès qu'on va en dessous de 800 pixels, regardez par exemple cette bande de couleurs qui est ici.
Si je vais en dessous de 800 pixels, pardon, on passe sur du bleu. Si j'augmente la taille de mon écran, on repasse sur une couleur un peu blanche. Donc voilà à quoi ça sert les balises médias, le hat média. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est essayer de mettre notre site de manière responsive. Alors on va retirer le background color blue qui n'est pas génial. On va pas se le cacher, c'est pas génial. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est dire que dans... Alors où est-ce qu'on utilise notre grille déjà? Notre grille, on l'utilise dans Zone. Donc on peut dire qu'ici, si on est en dessous de 800 pixels de largeur, on va juste faire un display block. Donc on va supprimer l'usage de notre grille. Ainsi, ici, on le voit, on est sur notre grille, mais dès qu'on passe en dessous de 800 pixels, on supprime display grid, on met plutôt display block, et donc là, au moins, tout revient à la norme. Alors bien sûr, ça peut sembler un petit peu étrange qu'on ait autant d'images d'un coup, donc ce que l'on peut également faire, en tout cas c'est si c'est ce que vous voulez faire, hein, après chacun fait vraiment ce qu'il veut, on peut dire que dans accueil plutôt, qui contient donc chacune de nos images, on peut faire un display hidden. C'est vrai que sur mobile, généralement, ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs c'est pas hidden, c'est none, ce qu'on essaye de faire sur mobile, généralement, c'est vrai, c'est de donner le minimum d'informations. Donc en faisant ça, là, voilà, on reste sur quelque chose d'assez simple, sur seulement notre paragraphe. Donc voilà en tout cas ce que je voulais vous montrer. Vous voyez que c'est pas compliqué, là, la page d'horaire. Alors, on n'a pas, par contre, pour horaire, si c'est sous-titres, voilà, on n'a pas quelque chose de très très compliqué, hein. Vous voyez, accueil, horaire, bon, et dès qu'on agrandit notre écran, qu'on passe sur notre ordinateur, on a la version complète avec nos images. Voilà, bon, après c'est comme vous le sentez, pareil, on peut laisser le display grid si on le souhaite, hein, sur notre ordinateur, sur notre téléphone mobile. Donc là par exemple, si on est sur notre téléphone mobile, on retire ça également. On va rester sur ce genre de choses. On a juste envie, par exemple, qu'il n'y ait pas 2, mais 3 colonnes. Dans ce cas, on va faire grid template columns et on va dire 1fr, 1fr, 1fr. Et là, au moins, on reste quand même sur une structure un peu plus sympa. Et ensuite, on pourrait vouloir, par exemple, si on donne un nom de classe à chacune de nos images, alors attention, hein, par contre, un ID, c'est un seul ID, d'accord? On ne peut pas faire accueil 1, accueil 2, accueil 3, ça poserait des problèmes. D'ailleurs, vous le voyez juste ici, c'est un ID par élément. Et donc là, ici, on va dire par exemple que ce serait image 1, ici ce serait image 2, donc image 2, et là ce serait image 3, d'accord? Maintenant, on peut sauvegarder et on peut dire qu'ici, eh bien, image 2 et image 3, lorsqu'on est sur un téléphone mobile ou sur un appareil qui fait moins de 800 pixels de largeur, on va faire un display none et donc on les cache. Maintenant que ça c'est fait, on peut même se faciliter la vie, retirer le grid template columns, on peut juste faire un display flex puisqu'on n'a plus que 2 éléments, comme ceci. Et on va faire un flex direction column. On va même faire un column reverse, je pense. Non, juste un column. Donc, column comme ceci. Superbe. Et maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est que dans body, on va avoir un padding de 10 pixels pour avoir une marge interne autour de tous nos éléments. Alors là, c'est pas terrible. Là, c'est pas terrible puisque ça rajoute 10 pixels également autour de notre en-tête. Comment on pourrait faire ça? Eh bien, on pourrait dire ici dans l'ID zone. Donc, dans zone, on va faire un padding 10 pixels. Voilà. Et donc là, on a la version mobile qui est prête à l'emploi. Donc, voici la version mobile. Voici la version ordinateur qui est beaucoup plus détaillée. Donc nous, on va pas forcément aller beaucoup plus loin parce que je pense que ça suffit comme ça. Vous avez compris le principe du responsive design, vous avez compris le principe de Flexbox, vous avez compris aussi le principe des grilles. Ce que je vous invite grandement à faire, en revanche, c'est à réaliser votre propre petit site internet. Essayez de réaliser votre propre petit site internet avec tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Votre propre agence de voyage, essayez de l'étoffer et essayez eh bien, de me faire quelque chose dont vous êtes fier, que je puisse voir. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est
mettre cette vidéo en pause. De toute façon, elle est terminée, hein, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez ensuite aller sur CodePen, donc juste ici, sur CodePen. Il vous suffira d'aller sur codepen.io, de vous créer un compte et de cliquer sur Start Coding. Vous pourrez ensuite mettre votre HTML ici et votre CSS là. Le JS, vous ne savez pas ce que c'est pour le moment, on s'en fiche. C'est du JavaScript, on n'en a pas besoin pour le moment. Et donc ici, vous allez mettre votre code HTML, ici votre code CSS, et ça va vous permettre, d'ailleurs je vais vous le faire en direct, ça va vous permettre d'avoir une représentation de votre site tel que vous le voyez sur votre ordinateur. Vous le voyez ici, si je réduis l'écran, on va avoir également la version mobile. Ici, vous pourrez ensuite cliquer donc sur Save quand vous aurez votre compte. Ce lien-là, vous pourrez me le partager soit dans les commentaires sur YouTube, soit directement sur Bilievemi en tant que membre pro par exemple, ou sur notre Discord. Peu importe, vous pouvez aller voir sur d'autres vidéos le lien du Discord et me le partager pour voir un petit peu ce que vous savez faire. Ça peut être sympa. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon pour cet épisode. On aura vu donc énormément de choses. On aura vu comment utiliser Flexbox, comment utiliser les grilles, comment utiliser le responsive design. Comme vous avez pu le remarquer, je ne vais pas à fond dans les détails pour rester le plus simple possible sur YouTube. On va éviter de faire une formation qui dure 50 heures rien que pour le HTML et le CSS, contrairement au programme enquête où là on va vraiment dans les détails, puisque là on est vraiment dans un objectif de reconversion professionnelle avec CDI, CDD, création d'entreprise à la clé. Donc forcément c'est pas du tout le même programme. Là c'est une vraie école, le programme Rocket. Là sur YouTube par contre c'est une formation gratuite d'initiation, si on peut dire. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve dans le prochain épisode pour voir quelques techniques avancées par rapport au HTML et au CSS, comment faire des social chords, comment mettre des vidéos YouTube sur notre site, comment intégrer plein de choses. On voit tout ça dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien et on se retrouve très vite. À bientôt.